Malgré les avancées révolutionnaires en génomique, le corps humain demeure une frontière de complexité biologique, où le code génétique scelle parfois des destins extraordinaires. Nous explorons les vies de 7 individus dont les conditions génétiques, d'une rareté et d'une exigence extrême, nous obligent à reconsidérer les limites de la résilience et de la dignité humaine face à l'imprévisibilité de la biologie. Numéro 8. Sarah Gertz, le syndrome d'Ehlers-Danlos. Sarah Gertz, 28 ans, est devenue un visage essentiel de la sensibilisation aux maladies chroniques et invisibles. Le syndrome d'Ehlers-Danlos est un groupe hétérogène de troubles héréditaires du tissu conjonctif. Leur cause fondamentale réside dans des mutations génétiques affectant la production ou l'assemblage du collagène, la protéine structurale la plus abondante du corps. Chez les patients atteints d'EDS, cette armature est défectueuse, entraînant une fragilité et une hyperélasticité systémique. L'hyperélasticité cutanée, que Sarah Gertz met en lumière, est l'aspect le plus visible de l'EDS. Cependant, il est crucial de rappeler que l'EDS est une maladie systémique profondément invalidante. L'hyperlaxité articulaire, qui permet des mouvements impressionnants, est la cause de luxations et subluxations fréquentes, source d'une douleur chronique et neuropathique sévère. L'EDS ne se limite pas aux articulations. Le type hypermobile, HEDS, le plus courant, est fréquemment associé à des dysautonomies, notamment le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, POTS, perturbant la régulation cardiovasculaire. Dans les formes les plus rares et périlleuses, comme l'EDS vasculaire, VEDS, la déficience du collagène compromet l'intégrité des parois artérielles et des organes, constituant une menace vitale constante de rupture. En utilisant sa plateforme médiatique, Sarah Gertz a transformé son diagnostic en un puissant plaidoyer pour l'acceptation radicale. Son activisme est vital, car l'EDS demeure massivement sous-diagnostiqué, nécessitant souvent des années d'errance médicale. Elle déconstruit l'idée selon laquelle la maladie et la beauté seraient mutuellement exclusives, prouvant que la force réside souvent dans l'authenticité, même lorsque celle-ci est physiquement inhabituelle. Numéro 7. Marimar Quiroa, l'affrontement du cystique hygroma. Marimar Quiroa incarne l'avant-garde de la beauté inclusive à l'ère numérique. Née avec une malformation lymphatique congénitale sévère, appelée cystique hygroma, son parcours est un témoignage puissant contre les stéréotypes physiques imposés par la société. Le cystique hygroma est une anomalie rare qui se développe in utero. Il s'agit d'une croissance bénigne du système lymphatique, le réseau responsable du drainage des fluides dans le corps. Lorsque ces sacs remplis de liquide lymphatique deviennent volumineux, ils forment des masses kystiques, le plus souvent dans les régions cervicales et faciales. Dans le cas de Marimar, cette malformation s'est manifestée par une tumeur faciale étendue. L'impact médical de cette condition est profond. Le cystique hygroma peut entraver des fonctions vitales. Marimar a dû subir de multiples interventions chirurgicales complexes pour gérer sa condition et maintenir ses voies respiratoires dégagées. Sa capacité à s'alimenter naturellement et à communiquer verbalement étant entravée, elle utilise une sonde d'alimentation et le langage des signes comme principal mode d'expression. Face aux défis physiques et sociaux, Marimar fut victime de harcèlement intense. Elle a choisi de canaliser sa force intérieure pour devenir une influenceuse beauté, respectée sur YouTube. Elle partage ses routines, utilise le maquillage et documente sa vie avec des millions d'abonnés. Cette démarche est révolutionnaire. Dans un espace médiatique obsédé par la retouche, Marimar utilise son image non édulcorée pour montrer que la confiance en soi est la plus belle des parures. Son message est clair et universel. La véritable beauté réside dans l'acceptation inconditionnelle de soi. Elle pratique l'auto-affirmation depuis l'enfance pour construire un bouclier mental essentiel, rejetant la pitié ou le jugement extérieur. Marimar Quiroa prouve qu'une personne n'a pas besoin de correspondre à la norme pour être une source d'inspiration et de glamour. Elle utilise le maquillage comme un outil d'autonomisation, démontrant que la beauté est une question d'attitude et de courage. Numéro 6. Adalia Rose, la progéria de Hutchinson-Gilford. Adalia Rose était une icône numérique, une diva, dont la courte vie a été marquée par une maladie génétique d'une rareté tragique. Le syndrome de progéria de Hutchinson-Gilford, HGPS,
Adalia a captivé le monde par sa joie de vivre contagieuse et son énergie, malgré le fardeau d'une sénescence accélérée. Le HGPS est causé par une mutation sporadique du gène LMNA. Ce gène produit normalement la lamina A, une protéine structurelle essentielle au maintien de l'enveloppe nucléaire des cellules. Chez les personnes atteintes, la mutation crée une forme tronquée et toxique de la protéine, nommée progérine. L'accumulation de progérine endommage le noyau cellulaire, entraînant un vieillissement prématuré et ultra rapide. Ce syndrome est sidérant par sa rareté, n'affectant qu'environ une personne sur 4 à 8 millions de naissances. Les symptômes se manifestent dès la petite enfance. Retard de croissance, perte de masse adipeuse et musculaire, alopécie, chute des cheveux, peau fine et ridée. Le danger principal de la progéria réside dans le développement accéléré de maladies cardiovasculaires typiques des octogénaires. Les patients succombent généralement à des complications comme l'athérosclérose, les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux, avec une espérance de vie moyenne qui n'excède pas 14 ans. Adalia Rose a choisi de ne pas se laisser définir par ce pronostic sombre. Elle est devenue une sensation sur YouTube, documentant sa vie quotidienne, ses routines et ses danses avec une espièglerie d'enfant. Des millions d'abonnés étaient attirés par son charisme immense et sa capacité à vivre l'instant présent avec une intensité remarquable. L'héritage d'Adalia Rose est une puissante leçon de courage. Elle a prouvé que la qualité de la vie ne se mesure pas à sa longueur, mais à la richesse des moments vécus. Numéro 5. Kayla Hansen. Le syndrome douloureux régional complexe. Imaginez une douleur si intense qu'elle est classée au sommet des échelles de douleur chronique, surpassant l'amputation non anesthésiée et certaines douleurs cancéreuses. Telle est la réalité quotidienne de Kayla Hansen, 31 ans, vivant avec le syndrome douloureux régional complexe, CRPS, souvent surnommé la maladie du suicide. Le CRPS est un trouble neurologique chronique caractérisé par une douleur neuropathique intense et persistante, souvent localisée à un membre, mais pouvant se généraliser. Il se développe généralement après une blessure mineure. La théorie dominante est que le système nerveux autonome, responsable de la gestion du stress et de la réponse combat ou fuite, devient dérégulé, envoyant des signaux de douleur amplifiés et inappropriés au cerveau. Le diagnostic du CRPS est exclusivement clinique, établi sur la base des symptômes. Douleur disproportionnée par rapport à la blessure initiale, hyperalgésie, sensibilité accrue et allodynie. Douleur causée par un stimulus non douloureux, comme le frottement d'un drap. Ces symptômes sont accompagnés de changements trophiques, couleur, température et texture de la peau, et d'atrophie musculaire. Kayla Hansen souffre du stade le plus sévère, où la douleur est constante et épuisante. Sur l'échelle de McGill, le CRPS est le plus haut. Kayla décrit sa douleur comme un feu interne qui provoque des sensations de brûlure et de cloques sans chaleur externe. Elle vit au niveau 10 sur 10, même sous médication lourde. La dénomination « maladie du suicide » reflète la dure réalité. L'intensité incessante de la souffrance et l'absence de soulagement poussent malheureusement certains patients au désespoir. La gestion du CRPS est pluridisciplinaire, incluant des blocs nerveux et la stimulation de la moelle épinière, mais elle est rarement curative. L'histoire de Kayla met en lumière l'urgence de la recherche pour trouver des traitements efficaces contre cette maladie dévastatrice du système nerveux. Numéro 4. Charlotte Garcid, le nanisme primordial. Charlotte Garcid, originaire du Royaume-Uni, a été un temps surnommée la plus petite fille du monde. Elle est née avec une forme extrêmement rare de nanisme, le nanisme primordial microcéphalique, une condition si exceptionnelle qu'elle ne touche qu'environ 200 personnes connues sur la planète. Le nanisme primordial se distingue des formes plus communes, comme l'achondroplasie, par le fait que la restriction de croissance commence très tôt, dès le stade fœtal, et affecte toutes les dimensions du corps de manière proportionnelle, y compris le crâne, microcéphalie. À l'âge de 5 ans, Charlotte mesurait à peine 68 cm et pesait un peu plus de 4 kg, des mensurations typiques d'un nouveau-né à terme. Cette disparité de croissance crée d'énormes défis médicaux et de développement. Dès sa naissance,
Les pronostics étaient très sombres. Les médecins avertissaient que sa survie à long terme était incertaine. Le nanisme primordial est associé à des complications graves, incluant des anomalies neurologiques, des risques accrus d'anomalies vasculaires cérébrales et des déficits immunitaires. Chaque jour de survie de Charlotte est une victoire contre ses attentes médicales. Aujourd'hui, à 12 ans, Charlotte a non seulement survécu, mais elle s'est intégrée dans le système scolaire, démontrant une intelligence et une vivacité d'esprit qui démentent sa petite taille. Bien qu'elle doive faire face au regard insistant du public, elle et sa famille sont des défenseurs infatigables de l'inclusion. L'histoire de Charlotte met en lumière l'extraordinaire plasticité de la vie humaine. Malgré les contraintes physiques imposées par sa génétique, elle mène une vie pleine d'amour et d'activité, soulignant que la véritable mesure d'une personne n'est pas sa taille physique, mais la taille de son cœur et de son esprit. Son existence est un rappel poignant de la rareté et de la préciosité de la vie. Numéro 3. Dave Wiklund, le syndrome de Leschnian. Dave Wiklund, un adolescent de Washington, est confronté à l'un des troubles génétiques les plus éprouvants, le syndrome de Leschnian, LNS. Cette condition liée au chromosome X est une maladie métabolique qui engendre une conséquence terrifiante, l'automutilation compulsive. Le syndrome de Leschnian est causé par la déficience d'une enzyme cruciale, l'hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase HPRT. Sans cette enzyme, le corps est incapable de recycler efficacement certaines purines, entraînant une surproduction massive d'acide urique. Le LNS est associé à une triade de symptômes. Hyperuricémie, causant la goutte et des problèmes rénaux. Un dysfonctionnement neurologique sévère. Retard de développement, mouvements involontaires. Et, le plus distinctif et le plus tragique, des comportements d'automutilation. Davy, comme tous les patients atteints de LNS, ne peut contrôler cette impulsion interne. Ce n'est pas un acte volontaire, mais un comportement compulsif et neurologiquement câblé qui pousse le patient à se mordre, se frapper la tête ou se gratter. Cette compulsion est si forte que les patients doivent être constamment surveillés et, malheureusement, souvent contraints physiquement. Dans le cas de Dave, il doit être immobilisé dans son fauteuil roulant et ses bras doivent être protégés ou attachés pour l'empêcher de s'infliger des blessures graves. L'impact sur les familles est immense. Les parents et soignants du LNS doivent trouver un équilibre presque impossible entre assurer la sécurité physique de leur enfant et préserver sa dignité. Il n'existe pas de remède. Les traitements visent à gérer l'excès d'acide urique avec des médicaments comme l'allopurinol et à utiliser des techniques comportementales, bien que leur efficacité contre la pulsion d'automutilation soit limitée. Le cas de Dave Wiklund illustre une bataille quotidienne contre le propre corps, exigeant une dose inouïe de dévouement et d'amour familial. Numéro 2. Lali Padidar, l'hypertrichose, syndrome du loup-garou. Lali Padidar, un adolescent indien, vit avec l'une des conditions les plus visuellement frappantes et historiquement mythifiées, l'hypertrichose, connue sous le nom de syndrome du loup-garou. L'hypertrichose se caractérise par une croissance excessive de poils et de cheveux sur des zones du corps normalement peu ou pas poilues. Dans le cas de Lalit, il s'agit d'une forme congénitale et généralisée, couvrant la majeure partie de son visage et de son corps. Cette condition est extrêmement rare, n'affectant qu'une poignée de personnes recensées. D'un point de vue médical, l'hypertrichose n'est pas dangereuse pour la santé physique, mais elle est la manifestation d'une mutation génétique altérant le mécanisme de croissance des follicules pileux. Il n'existe pas de cure définitive pour la forme congénitale. Les tentatives d'élimination des poils par rasage ou laser ne sont que temporaires et la repousse est inéluctable. L'impact de l'hypertrichose est massivement psychologique et social. Historiquement, les personnes atteintes étaient marginalisées, voire exposées comme des curiosités de foire, confondues avec des créatures mythologiques. Lali est né dans une culture où les croyances ancestrales peuvent encore influencer la perception de la différence. Il a fait face à l'étonnement et parfois au jugement des étrangers. Néanmoins, sa famille s'est efforcée de lui offrir une vie ordinaire. Lali est dépeint comme un garçon doux et gentil qui fréquente l'école et aime jouer avec ses amis. Son histoire est importante car elle déplace la perception de l'hypertrichose de la mythologie
vers la réalité humaine. Malgré une apparence qui peut être considérée comme troublante par certains, il est fondamental de se rappeler qu'il ne s'agit que d'un excès de cheveux. Lali Padidar incarne la résilience face à une différence physique majeure, prouvant que l'identité d'une personne ne peut jamais être réduite à une simple condition dermatologique. Son courage nous encourage à regarder au-delà de l'apparence et à reconnaître l'humanité derrière la rareté. Numéro 1. Le moment des cas imprévus. John avançait dans la clairière, le sourire courageux. Longtemps jugé pour sa différence, il avait appris à transformer chaque regard en force. La nature l'accueillait sans question. Ce jour-là, il leva les poings, non pour se battre, mais pour célébrer sa victoire intérieure. Ces 7 récits d'individus confrontés au mystère génétique nous rappellent la complexité infinie et parfois cruelle du code de la vie. Face à des obstacles insurmontables, la résilience, la dignité et la quête d'une vie pleine et significative constituent le véritable miracle. Ces existences sont un témoignage éloquent de la capacité illimitée de l'esprit humain à s'élever au-dessus de la contrainte biologique.